En Ukraine, les chars russes ne sont plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev. Un raid aérien a visé une maternité à Mariupol. La diplomatie reprend dès ce jeudi. 2 semaines après le début de la guerre, le président ukrainien prévient les soldats russes qu'ils n'auront pas le dernier mot. De son côté, Moscou accuse Kiev de développer un programme d'armes biologiques. Devant le Parlement européen, la première ministre estonienne et le chef de la diplomatie européenne appellent l'Union à renforcer sa réponse face à l'invasion de l'Ukraine. Tchernobyl ne répond plus. La centrale nucléaire ukrainienne aux mains des Russes ne transmet plus de données à l'AIEA. L'alimentation électrique est coupée. Les troupes russes poursuivent inexorablement leur avancée vers Kiev. 2 semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine, les colonnes de chars ne se trouvent plus qu'à une quinzaine de kilomètres de la capitale. La Russie qui continue de pilonner les villes sur la route de Kiev. Vinnytsia et Malyn, à l'ouest de la capitale, ont été bombardées ce mercredi. Face au déluge de feu, le président Zelensky appelle les Occidentaux à envoyer au plus vite des avions de chasse à l'Ukraine, à commencer par les MiG-29 proposés par Varsovie. Les États-Unis évoquent le risque d'une escalade du conflit. Sur ces images satellites, l'activité militaire en cours à Kiev et dans ses environs, ainsi que des dégâts causés par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie. Comme ici, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, largement défigurée après plusieurs jours de bombardement, mais toujours sous contrôle ukrainien, selon les autorités. Ces attaques ont fait un nombre indéterminé de morts des deux côtés, dont de nombreux civils. L'ONU fait état de 474 civils tués. L'Ukraine parle, elle, de 2000 morts, dont 41 enfants. Des enfants qui paient le prix fort de cette guerre. Une maternité a été bombardée ce mercredi à Mariupol. On ignore le nombre de victimes. Le président ukrainien parle d'atrocités et appelle une nouvelle fois les Occidentaux à instaurer une zone d'exclusion aérienne. Ce jeudi, la diplomatie tentera de reprendre ses droits avec une rencontre annoncée en Turquie des chefs de la diplomatie russe, ukrainienne et turque. Une première à ce niveau depuis le début de l'offensive. Voilà 2 semaines que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine et rien ne permet aujourd'hui d'envisager un rapide retour à la paix. Les forces ukrainiennes résistent comme elles peuvent. Et la résistance, c'est aussi cet ensemble musical qui jouait l'hymne européen ce mercredi matin dans le centre de Kiev. De son côté, le président ukrainien s'est adressé directement aux soldats russes. Notre résistance, qui dure depuis près de 2 semaines, vous a montré que l'on ne va pas se rendre. Nous sommes ici, chez nous. Nous nous battrons jusqu'à ce que nous puissions reconquérir tout notre territoire. Nous le devons pour nos morts, pour nos enfants tués. Vous pouvez toujours vous sauver et rentrer chez vous. Ne croyez pas vos supérieurs qui vous disent que vous allez réussir en Ukraine. Ce qui vous attend, si vous persévérez, c'est la prison ou la mort. On le voit, la guerre se déroule aussi sur le terrain psychologique. Essayer de saper le moral des ennemis. Les dirigeants russes ne sont pas en reste. Moscou accuse Kiev de développer un programme d'armes biologiques. Nous sommes en mesure de confirmer ce que nos forces spéciales ont découvert, à savoir des traces d'un programme biologique militaire mis au point par le régime de Kiev et dont les Ukrainiens ont cherché à effacer les traces. Ce programme a été développé avec un financement américain et il semble bien que ces produits biologiques n'ont pas de simple visée scientifique ou pacifique. La porte-parole de la diplomatie russe a par ailleurs confirmé la rencontre prévue ce jeudi en Turquie entre les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères. De leur côté, les Européens se concertent pour savoir comment s'affranchir de leur dépendance à la Russie en matière énergétique. Et ce n'est pas simple, a expliqué le Premier ministre néerlandais en visite à Paris. Nous ne sommes aujourd'hui pas en mesure de stopper notre approvisionnement en pétrole et en gaz russe. Ce n'est pas agréable à dire, mais c'est la vérité. Ce mardi, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé un embargo sur les importations d'hydrocarbures russes, une mesure plus facile à prendre pour eux, étant moins dépendants que l'Europe du gaz et du pétrole russe. L'Ukraine ne se bat pas uniquement pour l'Ukraine, elle se bat pour l'Europe. Devant le Parlement européen, la première ministre estonienne estime que c'est un devoir moral de la part de l'Union d'accorder l'adhésion de Kiev à la construction européenne. Kaja Kallas appelle aussi à investir dans les technologies de défense de pointe. Sur le renforcement de la défense européenne, nous devons trouver un consensus au sein de l'Union sur le fait que parfois, la meilleure façon d'obtenir la paix est la volonté d'utiliser la force militaire. Alors que les ambassadeurs de l'Union se sont entendus mercredi sur un nouveau train de sanctions contre la Russie,
Kaja Kallas souhaite s'excuser auprès des citoyens russes qui doivent supporter le coût de la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine. Ces mesures ne sont pas dirigées contre vous. Elles sont dirigées contre le président Vladimir Poutine et son gouvernement. Nous comprenons que cela vous touche, mais cela nous touche aussi. Un autocrate ne s'intéresse pas aux citoyens, il ne pense qu'au pouvoir. Le chef de la diplomatie européenne s'est reproché de ne pas en faire assez et de ne pas avoir réagi assez rapidement. Josep Borrell demande aux Européens de jouer leur rôle pour réduire la dépendance de l'Union à l'égard du gaz russe. Je demande aux citoyens européens de baisser le chauffage de leur foyer. Tout le monde doit faire un effort. De la même façon, vous utilisez moins d'eau en cas de sécheresse ou vous portez le masque pour lutter contre le Covid. Certains élus se disent prêts à payer plus cher le gaz et à augmenter les investissements en matière de défense. Il est clair que le droit international est une chose que ne respecte pas Vladimir Poutine. Je crains que nous devions sortir du nirvana de l'après-guerre froide et répondre à la force par la force. C'est le seul langage qu'il comprend. Il est grand temps de commencer à prendre au sérieux la défense européenne. Mais ce n'est pas la position de l'Union européenne dans son ensemble. Les 27 veulent surtout frapper l'économie russe pour mettre un terme à la guerre. Une centaine d'eurodéputés demandent donc aux États membres de couper les importations de gaz et de pétrole russe. Que se passe-t-il à Tchernobyl? La centrale nucléaire ukrainienne ne transmet plus de données à l'Agence internationale de l'énergie atomique, gendarme du nucléaire dans le monde. En raison de l'offensive russe, l'alimentation électrique du site et de ses équipements de sécurité est coupée, indique l'opérateur ukrainien qui affirme n'avoir aucun moyen de rétablir les lignes. Depuis l'invasion russe et sa prise de contrôle de la centrale jeudi dernier, plus de 200 techniciens et gardes sont bloqués sur site et viennent de travailler sans relâche depuis 13 jours sous surveillance russe. L'AIEA a fait part de son inquiétude et demande à la Russie d'autoriser le personnel à effectuer des rotations pour assurer la sécurité de la centrale. L'armée russe occupe également depuis vendredi la centrale nucléaire de Zaporijjia et affirme que la plus grande centrale d'Europe fonctionne normalement. Mais elle nie être à l'origine de l'incendie qui a éclaté après des tirs d'artillerie en direction du site. Des milliers d'Ukrainiens continuent de fuir leur pays. Direction la Pologne, qui a accueilli plus d'1 million de réfugiés en une semaine seulement. Et leur nombre augmente de jour en jour. L'effort de Varsovie et de pays voisins est colossal. Il est salué par les Nations Unies. Et l'organisation de confirmer un chiffre, plus de 2 millions de personnes ont fui la guerre en Ukraine depuis le 24 février. J'ai rarement vu un afflux aussi massif et surtout aussi rapide de personnes. La réponse est bonne. La plupart de ceux qui fuient, vous le savez déjà, sont des femmes et des enfants, car les hommes sont enrôlés dans l'armée. C'est un groupe qui est très vulnérable, surtout dans une situation de départ aussi soudain. La Pologne reçoit environ 150 000 réfugiés par jour. Ceux de cette première vague ont des ressources et beaucoup d'entre eux ont de la famille ou des amis dans le pays. Mais si la guerre continue, il y aura de nouvelles vagues de réfugiés sans ressources qui arriveront dans des pays submergés par cette catastrophe humaine. Air Serbia renforce ses liaisons entre Belgrade et Moscou. Le pays est l'un des rares à ne pas avoir condamné l'invasion de l'Ukraine. Il est aussi l'un des rares à être épargné par la fermeture de l'espace aérien russe. Une aubaine pour la compagnie nationale serbe qui multiplie les rotations entre les deux capitales. Elle affiche désormais 15 vols par semaine contre 7. Une manière aussi de compenser la suspension des vols de la compagnie russe Aeroflot qui ne peut plus desservir Belgrade car bannie de l'espace aérien européen. La Serbie a déjà déposé une demande de rotation supplémentaire sur sa ligne Belgrade-Moscou-Belgrade auprès de l'agence fédérale russe pour le transport aérien. La presse russe note qu'Air Serbia élargira sa flotte en louant des avions supplémentaires à l'actionnaire minoritaire Etihad Airways pour répondre à une demande croissante et inattendue vers la Russie.
La Russie a interdit l'accès de son espace aérien aux compagnies de 36 pays en réponse aux restrictions européennes. Le hub de Belgrade profite donc aussi aux compagnies de l'Union européenne qui ont augmenté leurs vols à destination et en provenance de la Serbie.